Je suis dans une maison avec un jardin. Vous êtes là. Ma mère me dit, ça y est, c'est sorti en une du magazine People. Tout le monde va le savoir. On n'a pas pu garder le secret. Je lui demande, mais qui a pu savoir? Elle me répond, c'est à cause des blocs de glace qui sont dehors pour ta patinoire mobile. Ils ont dû voir les blocs dehors. Je suis perdu. Je ne comprends plus rien. L'ordure est là. Et il écoute en silence. Je me réveille. Chapitre 6. Maintenant, il faut parler. Olivier le répète depuis des heures. Sarah, tu ne peux pas rester dans ce silence. Tu dois aller le dire à tes parents. Je suis épuisé. Je sanglote depuis des heures. Mon ventre n'est que spasme. Je lui ai raconté, pas les détails, mais beaucoup quand même. Pas tout, car les souvenirs reviennent par bribes. Ils mettront des semaines, des mois, des années à reformer le puzzle de ma mémoire. Ce n'est pas facile pour un fiancé d'entendre ce type de confession. Olivier a su écouter. Parle, ça va te soulager. Il m'a prise dans ses bras. Il a pleuré avec moi. Et quand le jour s'est levé, il m'a dit, maintenant, il faut le dire à tes parents. Maintenant, il faut parler. Je sens qu'il a raison, mais j'ai si peur. Que vont-ils penser? Leur déception va être tellement énorme. Mon père, qui me place plus haut que tout. Ma mère, qui m'a accompagné avec un tel dévouement, jour après jour. Je ne serais jamais devenue championne sans leur sacrifice. Je vais tout casser. Vont-ils continuer à m'aimer autant? Au petit matin, on quitte le studio. Olivier m'accompagne en voiture jusque chez moi, jusqu'à l'ascenseur. Tu leur dis, Sarah, martèle-t-il. Il a peur que je me dérobe. Je monte. Mes jambes flageolent. L'angoisse m'engloutit. J'entre. Maman est assise sur le canapé du salon, une tasse de café à la main. Elle lève la tête et reste interdite devant ma mine ravagée par la nuit blanche. Que se passe-t-il, ma chérie? Je titube jusqu'à la table. Elle s'assoit à côté de moi. Sarah, que se passe-t-il? Les mots ne sortent pas. Je sanglote. Tu t'es disputée avec Olivier? Elle me presse le bras, aimante et impuissante. Derrière elle, je vois la vitrine dans laquelle nous gardons précieusement toutes les reliques de ma vie de patineuse. Mes coupes, des plus modestes quand j'étais petite, aux plus prestigieuses, mes premières chaussures, mes premières dents, des médailles offertes par les villes où j'ai patiné. Tout dans ce salon témoigne d'une vie familiale consacrée à ma passion. Des photos de moi trônent partout, sur les murs et sur les meubles. Seule ou avec Stéphane, immuablement souriante et conquérante dans mes tenues à paillettes, je pose et je brandis des médailles sur des podiums. Dans l'entrée, maman a même accroché une photo de moi avec Michel Drucker lorsqu'il m'avait reçu à son émission « Vivement dimanche » après ma rupture du tendon d'Achille. Sarah, parle-moi. Maman s'inquiète. Elle n'imagine pas à quel point elle a raison de s'inquiéter. Elle ne sait pas que son petit monde, construit avec moi, autour de moi, va s'écrouler. Combien d'heures a-t-elle attendu pendant toutes ces années
à me regarder m'entraîner, frigorifié, sur les bancs de la patinoire. Combien de kilomètres a-t-elle parcouru pour m'accompagner aux compétitions ou à effectuer les allers-retours entre l'école et la patinoire, la maison et la patinoire? Combien de temps a-t-elle passé à imaginer mes costumes, choisir la bonne étoffe au marché Saint-Pierre dans le 18e arrondissement, discuter avec la couturière, faire les essayages? Combien de nuits blanches a calmé mes angoisses de championne quand je la rejoignais dans le lit avec quelques-unes de mes peluches? Elle va avoir tant de peine. Elle croit vous connaître si bien, monsieur O. Vous n'êtes pas amis, mais vous vous êtes côtoyés quasi quotidiennement pendant toutes ces années. Votre femme de l'époque est même venue dormir chez nous, une fois, parce qu'elle ne voulait pas rester seule quand vous étiez partis en tournée. Maman vous a si souvent dépanné, quand il y avait besoin d'un adulte pour encadrer, préparer un repas, servir de chauffeur, que ce soit à la patinoire, lors de stages ou de déplacements pour les compétitions. Elle vous a régulièrement invité à l'apéro. On a même passé quelques jours de vacances ensemble dans la fameuse maison avec piscine. Elle va être tellement choquée quand elle saura que, là aussi, alors qu'elle dormait juste à côté, au même étage, vous êtes entré dans ma chambre. Je suis sa petite fille chérie, à qui elle donne tout depuis 27 ans, et je vais lui annoncer le pire. Comment me regardera-t-elle après? J'ai tellement honte. Je tremble de partout. Je hoquette. Maman, Stéphane n'a pas été mon premier homme. Et Olivier veut absolument que je te le dise. Le silence. C'était à La Roche-sur-Yon. Silence. Monsieur O est entré dans mon box. Je pleure, incapable d'en dire plus. J'entends. Qu'a-t-il fait? Tu peux tout me dire, Sarah. Silence. Elle a compris. Ce n'est pas possible. À l'ordure. Elle me prend dans ses bras. Elle s'effondre avec moi. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je la vois pleurer. Elle répète. On avait une confiance illimitée en lui. À l'ordure. Comment c'est possible? Je n'ai rien vu. Comment c'est possible? Elle ne me pose pas plus de questions. Elle n'en posera jamais. Je pense que c'est au-dessus de ses forces de maman. C'est aussi au-dessus des miennes. Au bout d'un long moment, elle conclut, il faut le dire à papa. Papa, je m'effondre un peu plus. Papa, je suis ses yeux, son cœur, sa princesse. Lui parler est encore plus difficile. Papa, son regard d'homme sur mon corps abusé. Non, je ne peux pas. Je suis resté prostré toute la journée dans ma chambre. Maman est allée l'annoncer elle-même à mon père. Viens, Sarah. J'entre dans le salon. Je suis dans un état lamentable. Je marche comme une condamnée vers la potence. Je regarde le sol. Maman m'a dit, mais comment c'est possible? Lui qui est si calme d'habitude crie. Mais comment on a pu ne pas voir? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Quand? Combien de fois ça s'est passé? Lui me pose les questions.
Je m'effondre sur une chaise. Je cache ma tête dans mes bras. Je ne peux pas répondre. J'ai trop honte. Non, je ne peux pas. Papa insiste. Sarah, dis-moi, qu'est-ce qu'il t'a fait ce salaud? Je n'arrive pas à parler. J'entends. Je vais le tuer. Je pleure. Maman pleure. On va aller le voir. Hurle papa. Allez dans votre bureau, à la patinoire, avec mes parents. Mais je n'en aurai jamais la force. Je suis terrorisé. Sarah, on peut aller porter plainte maintenant si tu le veux. Porter plainte. Raconter toutes ces dégueulasseries à des inconnus. J'ai trop honte. Je ne veux pas. Mon père réfléchit tout haut. Il y a prescription. Il vérifie sur son ordinateur. Non, il n'y a pas prescription. Tu peux porter plainte. Je ne sais même pas ce que prescription veut dire. J'apprendrai plus tard que le délai de prescription est le temps au-delà duquel l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi. Son étendue varie selon le type d'infraction et l'âge de la victime au moment des faits. Pour le viol d'un mineur, il était à l'époque de 20 ans, à partir de la majorité de la victime. J'ai 27 ans et donc jusqu'à 38 ans pour déposer plainte. Récemment, en 2018, ce délai a été prolongé à 30 ans. En théorie, je peux donc porter plainte jusqu'à mes 48 ans. Mais cette loi n'est pas rétroactive. Elle ne me concerne pas. Je trouve que le viol sur mineur devrait être imprescriptible, comme l'est le crime contre l'humanité, et comme c'est le cas dans d'autres pays. Beaucoup de victimes enfouissent dans leur mémoire les faits qui ont eu lieu quand elles étaient enfants. Les souvenirs mettent des années à remonter, et encore faut-il ensuite avoir le courage d'en parler. J'ai vu moi-même combien le processus pouvait être long. Mon père m'a emmené au commissariat du 14e arrondissement. J'ai, paraît-il, rencontré le commissaire que mon père connaissait et j'étais reçu ensuite par une policière de la brigade des mineurs devant laquelle je suis resté, paraît-il, muette. J'écris « paraît-il » car je ne me souviens pas de ces deux face-à-face. C'est dingue, comme ma mémoire continue d'occulter certaines scènes. Je n'ai pas été capable de parler à l'époque. Rétrospectivement, je regrette de ne pas avoir porté plainte. J'aurais dû, mais j'étais trop dévasté. C'était en 2004. #MeToo n'était pas passé par là. Les gros scandales pédophiles n'avaient pas encore été médiatisés. J'avais trop honte, et surtout, je n'imaginais pas que vous ayez pu faire d'autres victimes, monsieur O. Je ne mesurais pas que ma plainte aurait pu en amener d'autres et protéger d'autres potentielles futures victimes. Je n'avais qu'une obsession, cacher cette ignominie qui m'avait entaché. À cette époque, je cherchais avant tout à me concentrer sur le patinage. En février, je suis censé reprendre la tournée d'Holiday on Ice, qui, après 3 mois en Allemagne, se poursuit en France. J'en suis la patineuse vedette, mes fans français m'attendent. Il est impensable de ne pas en être. Mon nom est annoncé en gros sur le programme. À la télé, plusieurs fois par jour, une publicité promouvant la tournée nous met en avant, Stéphane et moi. Vais-je tenir le coup? J'ai arrêté de patiner depuis 2 mois. Notre programme avec Stéphane comporte des portés périlleux où j'ai la tête en bas et je tourne avec une vitesse centrifuge très forte. Je ne peux pas me permettre de tituber ou d'être étourdi. L'accident pourrait être fatal. Le producteur, sans doute inquiet, demande que je retourne à la patinoire m'entraîner pour reprendre mes marques. Je parle beaucoup avec Meriem
la psychologue qui me suit depuis quelques mois. Je suis dans un état second, bourré d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. Je dois bien expliquer la raison de mon état à Stéphane. Il réagit assez froidement à ce que je lui apprends et ne commente pas, comme si j'avais dit « Je suis tombé, j'ai un peu mal ». Je pense qu'il n'a pas voulu ou pas pu envisager la gravité de ce que j'ai vécu. Il ne m'en a jamais reparlé. Lorsque, des années plus tard, en 2019, une enquête a révélé la pédophilie de Michael Jackson, son chanteur préféré, je lui ai demandé s'il avait regardé le documentaire à la télévision. Il m'a répondu « Non, ça aurait cassé l'image que j'ai de lui ». Je lui ai dit qu'il avait tort de rester dans ce déni et que j'en souffrais. Il n'a pas répondu. Stéphane, je crois, n'a pas envie de s'encombrer. La tournée y commence. Avant chaque exhibition, je suis très tendu et concentré. Je calcule le temps d'effet du Lexomil pour ne pas arriver trop shooté sur la glace. J'inhale de la menthe poivrée, ça me rassure. Stéphane Martel. Respire à fond, Sarah. Tout va bien se passer. La magie de la glace fait le reste. Quand la bande son annonce mon nom et que la musique démarre, je m'élance, j'oublie tout, j'essaye de donner le meilleur. Pendant que nous patinons, Stéphane est attentif. Je sens son regard inquiet me scruter en permanence. Ça va, Sarah? Oui, ça va. Nous n'avons pas d'accident pendant ces 4 mois de tournée. Notre exhibition sur Zorro rencontre un vrai succès. J'entends les fans scander notre nom. Ils se pressent après le spectacle pour les autographes. Ce n'était pas encore la mode des selfies. Leur chaleur m'aide à sortir de ma torpeur. Quand la tournée prend fin, en juin, mon père décide d'appeler l'ordure. Parce que c'est avec ce mot-là qu'on vous désigne dorénavant à la maison, monsieur O, l'ordure. Et aujourd'hui encore. Contre toute attente, vous acceptez de nous recevoir. Je suis terrorisé à l'idée de cette entrevue. Papa conduit, on n'échange pas un mot dans la voiture. Je ne l'ai jamais vu dans cet état de tension. On se gare et on traverse en silence le parking horrible. On longe le couloir. On arrive devant la porte de votre bureau. Vous nous attendez? Debout. Cette fois, vous ne faites pas votre numéro de séduction habituel. Mon père engage la conversation. Vous savez sans doute pourquoi on est là. Sarah nous a tout dit. Vous répondez. Je savais qu'un jour, cette conversation aurait lieu. C'est la première fois que je vous revois depuis que mes souvenirs sont remontés à ma conscience. Je garde la tête baissée. Je n'ai pas la force de croiser votre regard. Vous me terrorisez. Je me cache derrière mes parents. Mon corps entier me brûle. J'ai 27 ans, mais dans ma tête et dans ma chair, je suis une petite fille. Le ton monte. Enfoiré, comment avez-vous pu faire ça? Crie mon père. Elle avait 15 ans, et vous presque 35. Et à nous, avec notre amitié, on avait une confiance totale en vous. Vous répondez doucement, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous demande pardon. Pardon de m'avoir traqué et piégé pendant 2 ans. Dans les religions, ils disent qu'il faut savoir pardonner pour vivre bien. Mon père l'a vécu comme ça, je pense. Moi, je ne peux pas. Je me fais toute petite. Je voudrais disparaître. Je n'écoute pas vraiment ce qui se dit ensuite. Je m'évade. C'est trop violent pour moi. L'entretien dure très longtemps, au moins 1 heure. J'entends mon père conclure. Sarah ne veut pas porter plainte. Vous avez beaucoup de chance.
On sort de la patinoire, hébétés tous les trois. Ce face-à-face ne m'a servi à rien. Je repars comme une petite fille toujours honteuse. Je fuis. Je n'ai même pas pu vous dire, les yeux dans les yeux, vous êtes une ordure. Je m'en veux tellement. Avec mes parents, nous ne reparlerons pas de cet entretien. Comme s'il avait clos le problème. J'ai su après coup qu'ils étaient retournés vous voir une deuxième fois. Mon père craignait que tout cela ne nuise à ma carrière. Je n'ai rien su de cette rencontre, à part votre conclusion, que ma mère m'a rapportée des années après. Elle pourra demander ce qu'elle veut, elle aura tout. J'aurai tout? C'est quoi, tout? Quand on a perdu l'essentiel, c'est-à-dire la dignité et le respect de soi. C'est renfermer le couvercle en croyant que la boue va rester dedans, continuer sa petite carrière en faisant semblant, et vous laisser continuer la vôtre impunément.